je vous demande un peu d'indulgence parce qu'il était prévu un collègue, mais qui a eu une contrainte de dernière minute. Donc je vais me faire le porte-parole sur tout ce qui concerne le stockage géologique de CO2. Et je vais surtout insister sur le fait que c'est une réalité industrielle qui demande à passer à l'échelle. Donc je vais commencer par ce diagramme avec la quantité de CO2 émis par an en fonction des années. Donc avec les objectifs, on l'a dit, alors est-ce que c'est 2040, est-ce que c'est 2050? Si on veut un scénario à 2050 avec zéro émission, il faut que le captage ait son rôle à dire, puisqu'il faut enlever 7,6 gigatonnes pour obtenir l'opération. Alors après, il y a des scénarios intermédiaires, mais voilà. Mais donc, le captage doit jouer son rôle sur le système. Alors, la filière CCUS, bon, alors, un rappel, mais très rapide, on parle du captage, donc avec ce qui concerne du côté IFP et donc les développements IFP qui sont valorisés par la filiale qui est Axens. Pour le moment, c'est le captage avec le cement démixant. Et il y a également des travaux qui sont en cours avec un pilote en Chine, avec Total d'ailleurs. Voilà. Ensuite, il y a l'étape de compression, avec soit de l'usage avec des e-fuels, hein, et puis tout l'aspect que je vais regarder là, le stockage, avec, qui dit stockage, dit site de caractérisation de site potentiel, les problèmes d'injectivité, et également le monitoring, puisque il faut valider le fait que le stockage sera safe sur une longue durée. Alors pourquoi stocker? D'une part, c'est une technologie qui est connue. On sait stocker depuis des années, on fait du stockage, on a du stockage stratégique, on a des quantités de stockage. Donc c'est quand même une technologie qui, sur de nombreux aspects, est mature. Le volume en place, de par les quantités de volume, les problématiques de perméabilité et de porosité du sous-sol, offre les capacités de stockage. Et en plus, en comprimant et en injectant dans le sous-sol, on va densifier le CO2 et on va avoir besoin de moins en moins de CO2. Donc là, vous avez, avec une petite échelle de taille, vous voyez le CO2 en atmosphérique et puis comment il va se réduire quand il va être sous pression dans le réservoir. Comme le point critique du CO2 est à 31 degrés et 73 bars, dans les conditions réservoir, il sera sous forme supercritique, donc il sera quand même relativement dense. Et donc on va pouvoir voir des stockages qu'on va pouvoir faire soit dans des aquifères salins, soit dans des réservoirs déplétés, en optimisant évidemment la sûreté avec une roche couverture qui soit imperméable. Évidemment, ce qu'on va faire, c'est des stockages profonds. Il faut éviter de toucher des nappes utilisées pour la géothermie ou pour notre consommation d'eau douce. Les options de stockage qui sont disponibles, c'est les réservoirs déplétés. Donc c'est les réservoirs d'hydrocarbures qu'on a forés pendant le dernier siècle, qu'on a mis en production. On a fait de la production primaire, du secondaire, voire du tertiaire avec de l'EOR. Et donc maintenant, les réservoirs, ils contiennent entre 40 et 50% des hydrocarbures initiaux. Malgré les procédés EOR, on ne récupère pas tous les hydrocarbures en place, mais donc il y a du volume disponible pour stocker du CO2. Évidemment, on ne parle pas de système de récupération EOR. Par contre, on peut utiliser des formations profondes, salines, donc des aquifères salins, qui offrent également des grands volumes pour faire ce stockage. Et ensuite, le dernier aspect où on peut stocker, ce sont les roches basiques, parce que le CO2 acide plus une roche basique, on peut espérer gérer des réactions sur le long terme et aller avec un stockage minéral. Donc vous avez ici une estimation des ressources de stockage. Tout ce qui est en bleu, ce sont les capacités qui sont assez bien identifiées, sur lesquelles on a quand même une très bonne confiance. Ces chiffres sont appelés à évoluer parce que les caractérisations sont de plus en plus poussées. Mais donc là, actuellement, le rapport AIE de 2020 dit que sur la période 2020-2050, il faut qu'on injecte 220 tonnes et on a entre 350 et 1200 gigatonnes de disponibles. Voilà. Et vous voyez, donc on a des zones également médium qui sont en vert ici.
Puis bon, le reste est beaucoup plus, plus général. Donc en fait, on dispose des capacités pour capter tout le CO2 que l'on souhaite injecter. Ça, de ce côté-là, on ne devrait pas avoir de difficultés. Le stockage est bien une réalité industrielle. Alors, le premier stockage de gaz a eu lieu pendant la Première Guerre mondiale. Donc, c'était avec du gaz naturel. Ensuite, on a eu une première injection de CO2 au début des années 70 et un premier stockage, alors c'était pour des contextes TOR, et on a un premier stockage de CO2 en mer du Nord en 1996, c'est Sleipner. Donc voilà, ça a été fait. Alors l'objectif, comme je le dis, c'est quelque chose que l'on sait faire, que l'on a déjà fait. Maintenant, il faut regarder les chiffres de quels sont les objectifs et ce qu'on fait actuellement. Donc l'objectif en 2030, il faudrait stocker 1 gigatonne pour aller à 2050 vers les 6 gigatonnes par an. Actuellement, avec 45 projets en opération, on stocke 50 mégatonnes. C'est pas... Voilà. Et donc il faut vraiment qu'on change d'échelle pour atteindre l'objectif de 2030 et de 2050. C'est vraiment un vrai gap de déploiement. Et qui dit déploiement, dit des problèmes techniques, mais aussi ça a un coût. Et ça va être ce coût qui va quand même driver si on est capable de développer à telle échelle ce processus. Pour le changement d'échelle, alors la première chose qu'il faut, je crois que voilà, c'est des politiques volontaristes. Et comme ça a été dit ce matin, les changements de l'autre côté de l'Atlantique ne vont peut-être pas aider ce premier item, on verra. Voilà. Il faut viser des clusters industriels. Je pense que la présentation de ce matin également l'a bien montré. C'est quand même, on va aller vers des réseaux intégrés, des mélanges de gaz. Et donc, et ça ne sera pas, un industriel, ça sera des regroupements d'industriels avec une volonté politique qui permettront d'aller vers ce stockage. Le troisième critère nécessaire, c'est d'identifier et de développer les sites de stockage. Alors ici, sur ce graphe, vous avez depuis 2017 jusqu'en 2022, les quantités annoncées de captage ici, et en orange, et en vert, émeraude, vous avez les quantités réellement stockées. Alors on a eu un défaut sur les premières années, on capturait plus, surtout au moment du Covid, on capturait plus que l'on ne stockait, mais là, actuellement, la situation se rétablit. Voilà. Et donc, d'un point de vue, si on se place sur un point de vue purement technique, donc la priorité, ça va être de raffiner les estimations de capacité, de développer les sites de stockage, donc ceux qui sont déjà bien prouvés, et puis de voir un peu s'il y a des développements à faire pour des sites qui ne jugés pour le moment encore insuffisants, et puis de voir un peu toute l'infrastructure par pipe, par bateau, de manière à... il y a quand même une grande disparité d'un pays à l'autre, voire d'un bloc continental à un autre, et rien que le réseau en Europe montre quand même que les capacités de stockage sont quand même surtout autour de la mer du Nord. Et c'est vrai qu'il y a des endroits du continent sur lesquels il va falloir une infrastructure pour aller vers la mer du Nord. Ce processus de captage, il va s'opérer aussi par rapport à ce que l'on faisait jusqu'à présent, qui était l'EOR. Donc actuellement, il y a une faible quantité qui est dédiée au stockage, mais la plus grosse partie du CO2 est encore utilisée pour faire de l'EOR, donc de la récupération assistée. Et il faut que cette situation-là s'inverse complètement, c'est-à-dire qu'on garde, alors évidemment il va y avoir une croissance de la quantité de CO2 injectée, mais on va sans doute garder une quantité EOR quasiment constante. Par contre, la quantité stockée va être, elle, démultipliée.
l'enjeu du long terme est important. On l'a dit, il faut que l'on puisse... On fait un stockage, ce n'est pas pour 10 ans, ce n'est pas pour 100 ans, c'est plutôt le millier d'années, la dizaine de milliers d'années. Donc, sur le court terme, évidemment, on va avoir des problèmes d'injectivité, d'intégrité et d'étanchéité. Il faudra gérer à moyen terme des problèmes de fermeture, mais ça va être, je dirais presque sur une vie humaine. C'est pas, voilà. Par contre, sur le long terme, on peut se dire que le stockage est quand même, le temps sera quand même de notre côté, parce que l'on va aller vers du stockage qui va être au départ, le CO2 va être, la bulle de CO2 va donc se diffuser. Elle va ensuite être captée du côté de la phase de l'eau résiduelle qui est toujours présente dans le sous-sol. Et donc on aura, en fonction du temps, un captage de solubilité. Et à long terme, on ira vers du captage minéral qui, lui, sera complètement pérenne. Et on ne se posera plus la question d'éventuelles fuites. Donc, voilà. Mais ça veut dire quand même que pour sur un siècle, un ou 2 siècles, il faudra également, après la fermeture, regarder tout ce qui est question de monitoring et éventuellement de remédiation en cas de soucis. Alors d'un point de vue physique, on est sur un vrai problème multi-échelle, multiphysique. Alors multi-échelle, parce que l'on va regarder des échelles, donc on va regarder des domaines au niveau d'un bassin, donc c'est plusieurs centaines de kilomètres, jusqu'à le port, puisque c'est là que va se faire le stockage. Sur des durées de temps, ça va être de quelques heures, quelques jours, à des centaines de milliers d'années. Au niveau de la multiphysique, on va faire jouer tout ce qui est les écoulements de fluides, la géomécanique, la réactivité. Donc vraiment, dans tout ça, il va falloir prendre aussi en compte toutes les incertitudes liées à la caractérisation du sous-sol qui reste quand même un milieu qui souvent a des inconnus. Donc ça veut dire qu'il faut faire vraiment dialoguer des compétences très diverses pour appréhender la totalité de la chaîne. Les grandes étapes pour un stockage. Alors le premier, c'est de localiser les sites potentiels. Alors là, je vous ai mis pour le territoire métropolitain français quelques éléments. Donc, les sites, on a refait l'an dernier encore, à la demande du gouvernement, une évaluation des sites de stockage. Pour les plus grosses capacités en France sont l'Ouest et le bassin parisien, voilà, en offshore. Pour évaluer ces quantités, on travaille sur des bilans de volume, des bilans de masse, et quand on le peut, on prend en compte le fait qu'il y aura un scénario d'injection, qu'on aura une variation de pression, voilà. Mais ça reste une préévaluation pour identifier des sites qui sont à caractériser dans une seconde phase. Alors cette seconde phase, elle va demander de regarder un peu plus finement les données disponibles, des données de tectonique, de stratigraphie, d'avoir un modèle en 3D de manière à alimenter, alors de rejouer un peu l'histoire du bassin pour avoir un accès aux items de perméabilité, de porosité qui sont disponibles, et également de regarder via des outils de géomécanique un état initial pour voir si, d'un point de vue des volumes en place et d'un point de vue de la tenue du sous-sol, l'opération d'injection peut être envisagée. Et puis on va faire quelques scénarios avec des simulations 3D pour voir quel serait comment se passerait l'injection du CO2 dans le sous-sol. Et évidemment,
comme je vous l'ai dit, il faut qu'on fasse ça en prenant en compte des problématiques d'incertitude. Donc diffuser les incertitudes aux différentes étapes, les principales, pour se donner une confiance sur la qualité du site. Voilà un exemple sur le bassin parisien. Voilà, donc on peut voir un peu, avec une échelle de concentration, ce qui peut se passer dans les différentes couches et comment on se situe par rapport aux couches supérieures qui sont déjà utilisées, par exemple pour la géothermie. Voilà. Donc ça, je dirais, la première étape de la caractérisation. On va également regarder des problématiques de tenue mécanique. On a des cartes de pression. Et donc, on regarde avec différents scénarios. Donc, vous avez ici un modèle de référence, un deuxième modèle, et qui nous montre comment les pressions peuvent jouer au niveau de l'injection, et s'il y a ou pas des risques de fracturation. Donc, tout ça, c'est la première étape pour valider que le réservoir, le bassin envisagé est bien possible. Ensuite, on va rentrer dans une seconde phase, où là, on va faire des calculs plus détaillés. Donc, on va passer de l'aisselle bassin à l'aisselle réservoir. Et en fait, tout ce qu'on a fait en première phase va nous servir de conditions limites pour mailler, pour le maillage autour du réservoir, qui va être beaucoup plus faible, beaucoup plus petit. Et donc, on va intégrer toutes les problématiques de pression, de contraintes mécaniques et d'écoulement. Donc là, on va retrouver des problèmes. Alors, ce ne sera pas les mêmes logiciels, il va falloir jongler entre logiciels, changer les échelles. Ne pas oublier tout ce qui est description des failles, parce que ça, c'est un point crucial pour garantir la stabilité à long terme. Alors, par exemple, comment prendre en compte, c'est un exemple de comment on peut prendre en compte les incertitudes sur un réservoir. Donc on fait différents scénarios donc avec un seul remplissage avec un seul faciès, ou bien un double faciès, ou bien une 10 faciès ici, stratigraphie plus complexe. Et donc on va jouer l'injection selon ces trois descriptions. Et on voit que pour ces trois descriptions, donc on a ici la concentration en CO2, ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même des profils qui sont complètement différents selon le scénario qu'on a retenu. Voilà. D'où l'importance d'avoir une bonne caractérisation du sous-sol où on va opérer. Alors ensuite, il va falloir dérisquer la solution de stockage. On a parlé ce matin un peu des puits et de réutiliser ou des puits ou des pipes. Et donc là aussi, on peut se poser la question des puits forés qui existent. On peut se dire que ça serait bien de les utiliser pour faire de la réinjection. Donc il va falloir vérifier leur état. Est-ce qu'ils sont capables de travailler dans ce nouveau contexte? Donc regarder l'état des puits, regarder l'état des blocs des ciments. Donc voir un peu comment sont les interfaces entre la roche et le ciment et le casing. Donc voilà. Donc il y a le casing qui est ici. Donc roche, ciment, casing. Regarder toutes les problématiques autour de la corrosion. Donc c'est toute une analyse des systèmes en place qu'il est nécessaire de conduire pour savoir si on peut réutiliser des puits déjà équipés. C'est des exemples de résultats d'évaluation. Donc on a pour différents puits quelques informations. Si on a les logs, donc les analyses le long du puits, si on a certaines informations sur l'état de la cimentation, voilà. Et donc comme ça, on peut, finalement avec un arbre de décision à la fin, on peut se dire si oui ou non, on prend le risque on utilise des puits déjà existants ou s'il faut forer pour faire l'injection. Autre problème, lors de l'injection, comme on va avoir une détente en fond de puits,
on peut avoir donc, des points froids avec donc, soit formation d'hydrates, soit par effet de séchage, des problèmes de dépôt de sel. Et donc vous avez là ici une simulation, enfin des scans de tomographie qui vous montrent un dépôt de sel ici en clair, parce que l'on a injecté dans un milieu saturé du CO2 sec. Et donc ce dépôt de sel va se traduire par une modification de la perméabilité du milieu et des problèmes d'opération. Donc là encore, on a besoin au laboratoire de vérifier les mécanismes et ensuite on inclut ces mécanismes dans des outils de simulation pour faire l'upscaling sur l'échelle réelle. Voilà des exemples de résultats de modélisation à grande échelle, donc, où on va regarder selon, ici par exemple si on fait une injection, donc, ici vous avez la plume de CO2 qui va diffuser, et donc on va regarder si on fait une injection constante ou si on fait une injection avec un certain profil, avec des hauts, des maximums, des minimums. Donc on n'aura pas le même profil et on n'aura pas non plus la même altération des propriétés de perméabilité au sein de la matrice poreuse. Donc tout ça doit être pris en compte lors de l'étude détaillée. Également, on peut avoir on va avoir de la dissolution ou de la précipitation dissolution par exemple de dolomite ou précipitation de calcite. Et donc ça aussi, il faut être capable de le modéliser et de l'évaluer à l'échelle du réservoir. Donc une difficulté, c'est d'accéder aux bonnes cinétiques sur les différents minéraux. Et la deuxième difficulté, c'est de savoir exactement quels sont les minéraux qu'on va rencontrer à l'endroit de migration du CO2. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la géomécanique a un effet important. Donc là aussi, on va complexifier les modèles de géomécanique pour prendre en compte cet aspect au cours de la vie de l'injection. Autant dans une phase préliminaire, on peut faire des calculs un peu avec des hypothèses simplificatives qui font qu'on fait un état, je dirais, macroscopique. Là, il faut le faire tout au long de la durée de l'injection. Avec les questions qui vont se poser, c'est que l'on peut, si on a du refroidissement, on peut avoir de la fracturation. On peut réactiver des fractures. Et puis on peut avoir également des déformations de surface. Donc là, on a besoin de faire du couplage entre l'outil de réservoir et des outils de géomécanique pour savoir exactement les niveaux de pression à proximité du point d'injection et si oui ou non l'intégrité du réservoir est assurée. Alors ça, c'est un exemple de résultats, donc avec une étude paramétrique sur de la réactivation de failles. Donc on avait de l'injection de CO2, on a un ou deux puits avec des failles ouvertes ou pas, et donc différents scénarios qui montrent des profils quand même qui sont différents de diffusion du CO2 dans le système. Et on peut coupler ça, regarder un peu si on risque de fracturer le milieu. Donc toutes ces informations-là sur toute la durée de l'injection doivent être regardées. La quatrième étape, c'est le monitoring, parce qu'on va l'injecter. Alors, je n'ai pas évoqué, mais bon, jusqu'à présent, mais il y a l'acceptation sociétale, et une grande part de l'acceptation sociétale, pour lui répondre, il faut savoir exactement ce qu'on met et montrer que on est sûr de ce que l'on met, qu'il n'y a pas de fuite. Donc il va falloir monitorer le site. Alors ça ne va pas se faire avec une technique unique, il va falloir utiliser plusieurs techniques, combiner ces techniques. Alors des techniques en surface avec de la déplacement, de la sismique 4D
Et puis regarder aussi avoir des stations en surface qui permettent ou bien sur des aquifères peu profonds, s'il y a des soucis de fuite. Donc le monitoring de surface, c'est de mettre des capteurs à différents endroits pour voir un peu s'il y a ou pas des déplacements et comparer ça avec le modèle que l'on se sera fait du réservoir. Donc finalement, on sera amené à développer un réservoir, un jumeau numérique et voir un peu comment il réagit au cours du temps. On pourra faire de la sismique de manière ponctuelle pour voir un peu la diffusion au sein du réservoir. Alors bon, pour le moment, la migration nous permet de bien voir par sismique la diffusion, ça, il n'y a pas eu de souci. On a été sans doute un peu moins heureux en ce qui concerne le suivi de la concentration des volumes injectés en regardant les analyses sismiques. Mais c'est des choses qui vont se perfectionner. Et donc là, vous avez l'injection ici, puis vous voyez ici des poches de CO2 qui sont identifiées. Analyse en surface. Alors, à proximité du puits, et puis sur la surface environnante, analyse de l'air, analyse du sol. Alors ici, à l'IFP, on a développé toute une technologie que l'on a appelée à partir de ce qu'on a appelé la Farebox. Donc c'est c'est un équipement qui est portatif, qui dispose de petits analyseurs UV ou infrarouges. Et donc on peut définir une vingtaine de constituants avec des concentrations qui sont pour certaines du ppm, voire du ppb pour des SOX ou des NOx. Alors il y a une version, avec voiture. On a également, des stations qui sont mises en fixe sur des sites industriels. Et on a en cours de développement une version avec un drone. Et donc, associé à cette box de détection, on a également un outil de visualisation qui permet de voir les concentrations des polluants et également de faire de la modélisation du panache et donc de voir les sources. Et là, dans le cadre de la directive méthane en Europe, qui va être publiée, les industriels ont l'obligation d'assurer qu'il n'y a pas de fuite sur leurs unités aux différents points. Mais on n'a pas trop d'inquiétude parce que voilà, il y a jamais. Mais par contre, il y a toutes les émissions globales et il va falloir réconcilier les mesures ponctuelles et les émissions globales. Ça va être un beau challenge. Voilà ce que je pouvais vous donner donc, en termes de problématiques sur la vision sur le stockage de CO2. Donc c'est une problématique qui est variée, qui nécessite de nombreuses compétences. Donc c'est je réinsiste sur le fait que c'est multi-échelle, multi-physique, et que les vrais problèmes vont être... Alors, on ne pense pas qu'il y ait de problème technique, parce qu'on l'a déjà fait depuis 30 à 40 ans minimum. Par contre, on va changer d'échelle. Il va falloir vraiment le déployer. Incitation politique, un coût économique qui est important. Faut pas voilà. Et sur les questions opérationnelles techniques, il faut prendre en compte les incertitudes liées à la présence du sous-sol. Bon, les changements d'échelle, mais ça, on normalement maîtrise. Le passage des logiciels, on va faire des logiciels de bassin, du réservoir, on va prendre en compte les incertitudes. Voilà. Tout ce qui est transport réactif, thermique, géomécanique, il va falloir travailler entre ces différents outils. Et puis sur le long terme, le monitoring qui est le meilleur moyen de garantir le fait que le stockage est safe pour plusieurs milliers d'années. Et puis, par ce faire, assurer l'acceptation sociétale de l'opération. Voilà, je vous remercie.
c'est raisonnable de dire qu'il y aura, avant 2030 ou même 2035, un seul stockage géologique de CO2 onshore en France et en Europe? En France, en onshore, avant 2030, je dirais que ça sera tangent. Il y a quand même des projets qui sont évoqués sur le territoire français. Oui, voilà. Il y a des réflexions, il y a des démarches. Voilà. Est-ce qu'on le fera en 2030? Je ne sais pas. C'est pas. Ce qui est sûr. Je suis arrivé à Pau il y a 20 ans. Ma raison sociale à l'époque, c'était le stockage géologique du CO2. C'était le projet de Lac-Rousse. Lac-Rousse, oui. C'est les 51 000 tonnes. C'est fini, oui. ça. Oui, ah bah oui, oui. 10, 11. 13. 13. Est-ce que, je pose une question, est-ce qu'il y aura un seul, même un pilote, je ne parle même pas de démonstrateur commercial en Europe, et en France en particulier, avant, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans? En tout cas, il y a des compagnies qui regardent fortement. Voilà. Je ne vais pas aller au-delà de... Je donne une réponse. J'ai du mal à croire que ça va arriver en France parce que pour les questions d'acceptabilité sociale. Par contre, en Europe de l'Est, il y a pas mal de gens qui regardent pour du stockage onshore en Europe. Donc les vrais projets, alors je ne les ai pas de tête, mais je peux les chercher. En Europe de l'Est, oui. Mais c'est vrai que clairement aujourd'hui, aller offshore a plus des avantages, notamment, et c'est une des questions que j'arrive par la suite, sur le côté monitoring, sur le côté sismicité, s'il en a induite, on va peut-être sentir moins onshore. Donc, il y a plusieurs questions. En France, j'ai du mal à croire, mais je ne sais pas si d'autres ont un avis là-dessus. C'est clair qu'à part en toute petite quantité, on ne voit pas très bien comment ça pourrait se faire onshore. Et dans le monitoring, tu as parlé de la sismique 3D. 4D, oui. Oui, enfin, 4D, c'est encore pire. En mer, ok, à terre, qui c'est qui va payer une sismique 4D, quoi? Et quel est le prix du CO2 entre, par exemple, l'Europe de l'Est ou la Norvège dans ce genre de captage? La tonne de CO2 injectée, une fois qu'on l'a pris à Dunkerque, qu'on l'a emmené en Norvège, qu'on l'a mis sous l'eau et qu'on la suit, quelqu'un va payer pour faire ça. Ah bah oui. Donc il faut savoir le prix de la tonne de CO2 stockée de cette manière. Bon, je vais vous faire une réponse qui n'est peut-être pas la plus politiquement correcte. Je pense que s'il y a quelque chose en France, ça se fera pour des raisons purement politiques, de démonstration que la France est capable de faire quelque chose sur ce contexte-là. Mais ça sera un affichage politique. Sur 51 000 tonnes, ces activités que je vois listées, elles ne sont pas différentes d'une activité de mise au point industrielle particulière. Donc si on veut avoir une évaluation du coût en CO2 par tonne de CO2, est-ce qu'on pourrait utiliser la constante de proportionnalité de Jancovici entre le PIB et le CO2 émis, en disant on utilise ça pour convertir, on prend le coût du projet, on divise par ce rapport, et on se retrouve indirectement avec une évaluation du coût en CO2 de ce projet. Et à ce moment-là, est-ce que vous qui étudiez bien le projet, est-ce qu'on envoie 10 fois plus de CO2 dans l'atmosphère que ce qu'on met au fond? Ou est-ce qu'on en envoie autant? Ou est-ce que c'est au moins 10 fois moins? On a une idée au moins de l'ordre de grandeur? Sur une démonstration pilote, je pense qu'on risque d'être équilibré. Voilà. Peut-être quelques éléments de réponse. Donc, Northern Lights, 1,5 million de tonnes injectées, donc payées par le gouvernement norvégien, on est clair là-dessus. Les gens de Northern Lights disent que c'est qu'un démonstrateur industriel. L'engineering était fait avec des super aciers, c'est vraiment trop fait, c'est le top du top, et c'est pas ça qu'on va viser par la suite. Mais il fallait au-delà de ce qu'on a besoin aujourd'hui pour revenir et de voir un peu où on peut couper un peu. Okay. Et donc, le coût aux clients, je ne les ai pas, mais certainement, ils sont bien subventionnés parce qu'ils sont vraiment trop. Si on prenait le vrai coût, ça aurait été non. Donc peut-être ça, c'est le premier. Convertir le coût en CO2. Alors, ensuite, quelle est entre guillemets, la perte de CO2
Les calculs, je pense, qu'ils font, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait moins de 1% sur l'ensemble de la logistique, hein, de transport et stockage. Moi, ce que je veux dire, c'est que dans les courbes que Jean Covici montre, pour une activité quelconque, il y a un rapport entre le PIB et le CO2 émis, secondaire ou tertiaire, je ne sais pas comment vous l'appelez. Donc si on prend le coût d'un projet et on le convertit avec cette constante, on peut se dire éventuellement on est 10 ou 20% plus décarboné au kilo-euro, mais ça ne changera pas la face du monde. Si on convertit le coût en CO2 avec la constante moyenne sur une économie française, qu'est-ce qu'on obtient? Beaucoup plus, beaucoup moins? C'est une très bonne question. Il faut que je réfléchisse. D'autant plus que pas tous les pays sont pareils, parce que est-ce que c'est au PIB qu'il faut regarder ou est-ce que c'est sur le CO2 qu'on émet? Comme nous, on a un parc nucléaire qui est énorme, on émet moins de CO2 que nos amis allemands, par exemple. J'avais posé cette question à l'académie au tout début où j'étais académicien et je m'étais fait jeter complètement parce que j'avais demandé combien de tonnes de CO2 produites il faut pour séquestrer une tonne de CO2. C'est ça ta question? Oui, c'est ça la question. Et nous, nos calculs, c'est pas ça, c'est le combien de CO2 on évite en faisant tel et tel processus. C'est pas ce qu'on produit, c'est vraiment dans un processus de réduction quelque part. C'est ça qui fait la différence entre Air Liquide, par exemple, et une autre technologie de captage. C'est pas sur le coût de CO2 capté, qui sont à peu près pareils, mais c'est sur le tonne de CO2 évité si on peut utiliser l'électricité renouvelable, par exemple. C'est clairement ce genre de calcul à faire. Donc le coût, donc le CO2 qu'on émet, c'est pas ça la question pour moi, c'est combien est-ce qu'on enlève. Mais je reviens parce que c'est une question. En fait, je voudrais juste prolonger les deux questions. Moi, j'ai souvenir que quand, il y a quelques années, on disait que le CCS serait rentable à partir de 100 € la tonne de CO2 payé par celui qui émet le CO2. Et donc, en fait, ça revient un peu à la question de Thomas Homme. Quel est le prix maintenant? Est-ce qu'avec les augmentations du loyer de l'argent, des CAPEX, etc., est-ce que ce prix est passé de 100 à 200 ou je ne sais pas où il est? C'est une question simple, hein? Écoute, c'est les gens d'Aquinor qui ont dit ça va être à 100 € la tonne. Ils se sont peut-être trompés. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Il y a un projet à Moomba. Moomba, c'est en Australie. Captage, chaud gaz naturel, donc captage vraiment pas cher, moins de 20 € la tonne. Un transport par pipeline sur quelques dizaines, peut-être 50 km, et un stockage onshore. Le coût de l'ensemble, c'est moins de 50 € la tonne, 50 $ la tonne si vous voulez. Ensuite, vous regardez la littérature sur ce que les gens disent sur Northern Lights, vous êtes à peut-être 4 fois ce coût-là. La littérature, je ne dis pas ceux qui sont calculés en interne. Donc, il y a un facteur 1 sur 4. Et vous allez à l'extrême, vous allez capter sur un cimentier en Suisse. Vous faites le transport vers l'Islande, parce que l'Islande, il veut faire du stockage pas cher par minéralisation. Et là, vous avez une chaîne complète, parce qu'il faut faire le captage, transport par camion, peut-être par barge, ensuite par bateau, etc., etc. Un peu de pipeline. Et là, vous êtes à peut-être 400 ou 500 € la tonne de l'ensemble de la chaîne. Donc, vous pouvez, selon les extrêmes, vous avez un facteur 1 à 10 dans cette question-là. Si je me permets, je suis vraiment convaincu par les arguments de notre collègue Jean Covici en disant il y a tellement de choses arbitraires dans un euro, dans une somme, que chaque fois qu'on peut convertir quelque chose, il faut le convertir en quelque chose de physique. Et par exemple, quand un ingénieur va travailler pendant 1 an au lieu d'être au chômage, c'est un coût, évidemment. Et ce coût, comment est-ce qu'on fait pour convertir,
pour convertir une quantité en radioactivité en effet, on utilise le coefficient de passage du radorem ou du sievert. Et il me semble qu'une bonne façon de faire, c'est de dire on prend le coût complet, on le divise, on le traduit en tonnes de CO2 émises. À ce moment-là, on est indépendant de l'arbitraire économique. Et là, on peut regarder, puisqu'on a que des constantes physiques et pas des constantes monétaires dans l'équation. Ça vaudrait le coup de faire l'exercice, me semble-t-il. Un élément, c'est pas sur le contexte, alors c'est un peu différent, mais les Américains ont fait l'usine ont fait Weyburn pour faire de la récupération de CO2. Donc ils ont fait une unité pour produire du CO2, et le CO2 était ensuite envoyé par pipe vers le Canada, enfin voilà. Et quand ils ont... Donc, au bout du compte, on a effectivement fait le calcul, l'évaluation, et on s'est aperçu que pour capter le CO2 émis pour cette opération de fabrication de CO2, donc il fallait de l'énergie, etc., il fallait une deuxième unité elle-même pour recapter le CO2 produit par la nouvelle unité. Voilà. Après, ce qui montre que c'est toujours difficile. Après, il faut regarder, de toute façon, il y aura un coût à ces opérations, c'est l'objectif. Si vraiment l'objectif, c'est de faire du captage de manière à réduire la quantité de CO2, on sera obligé de le faire. Après, qui va payer, ça c'est une autre question. Oui, mais indépendamment du coût, si on n'émet pas 10 fois moins de CO2 dans toutes les activités pour faire le truc, ça ne vaut pas le coup de le faire, quel que soit. Sans doute le meilleur système, mais celui que personne n'est capable d'entendre, c'est sans doute que chacun soit plus économe. Mais ça, j'y crois pas. Je pense qu'il faut aussi regarder le coût de si on fait rien. Parce qu'évidemment, le coût de faire est super élevé. Et je veux dire, si on continue avec le fossil fuel, ça coûte pas cher, on continue à vivre comme on vit, tout le monde est super. Et de toute façon, ça va coûter beaucoup. Par contre, si globalement rien n'est fait, le coût de la facture va être énorme. Donc ça, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, parce que sinon on se dit, on ne fait rien, on ne bouge pas, c'est trop cher, c'est trop d'électricité, c'est trop de ça, mais waouh. Quelles sont les choses, selon vous, qui sont premier ordre et qui sont peut-être de second ordre? On dit, voilà, premier ordre, il faut vraiment être sûr qu'on fait aujourd'hui. Second ordre peut attendre un petit peu. Ou en Europe ou... Non, sur l'ensemble de la chaîne. Voilà, on va sur ce que vous avez montré sur le stockage. Sur la modélisation, quelles sont les choses qui sont vraiment... Il faut qu'on soit clair maintenant. Quelles sont les choses qu'on peut dire, voilà, on a un petit peu de temps, on ne s'embête pas. Sur la modélisation, c'est le couplage réservoir géomécanique. Parce que c'est celui-là qui va assurer l'intégrité de la structure. Voilà. Et puis après, des aspects comme la minéralisation, ça on pourra l'attraper après. Voilà. Après, la question qui a été évoquée, on l'a évoquée plusieurs fois, sur le transport, effectivement, il y a la gestion des impuretés. Ça, je pense qu'effectivement, si on va et il faut aller vers des hubs, c'est pas été trop regardé encore. Mais voilà, là on aura des petits soucis. C'est peut-être là où on aura les premiers soucis qu'on ne connaît pas. Oui, pourquoi pas, ouais. Les jumeaux numériques. À un moment donné, voilà, on va avoir un jumeau numérique. Ça va ressembler à quoi? Ça, c'est une bonne question, parce que ça sera sans doute la vie du réservoir sur plusieurs centaines d'années. Et d'être capable, je pense que le jumeau numérique sera nécessaire, alors, en tout cas dans notre partie, dans notre partie européenne, pour asseoir l'acceptabilité sociétale. Et donc être capable d'être un jumeau numérique au sens où tu pourras afficher et tu pourras prouver que l'intégrité du stockage est bien validée et que si jamais s'il y a des petites questions, tu comprends ce qui se passe et tu peux offrir des solutions de remédiation. Oui. Quelle échelle de temps? Pour toutes cette question, ce feedback, c'est
Quelle échelle de temps est-ce que... Ouais, tiens. C'est avant l'échelle de temps sur le jumeau numérique. Souvent, on confond jumeau numérique et simulation. Simulation, on en fait depuis des années. Jumeau numérique, la vertu du jumeau numérique, c'est d'avoir des données et de modifier les simulations, l'incertitude. Donc, je pense que ça ne va pas sans l'acquisition, Pascal en a parlé, le monitoring, et de dire, ben voilà, là, on avait prévu ça, et alimenter comme ça un jumeau numérique qui va faire de la maintenance prédictive ou des choses comme ça. Je ne pense pas qu'on en soit encore là, pas du tout. Mais non, voilà, ça, c'est une petite nuance. Et ça se mettra en place graduellement, à partir de... Voilà, quand on sera dans la phase, je dirais la deuxième phase d'injection, quand on sera un peu dans une phase d'injection en régime permanent. Je rajoute au débat. Hein. Jumeau numérique, pour moi, c'est cause à effet. Il y a quelque chose qui se passe et on va faire quelque chose. Pour moi, ça sous-entend que le monitoring doit être en continu. Et pas cher. Et vraiment pas cher. Et quelles sont les choses qu'on peut monitorer assez rapidement pour pas cher? Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On prend les fibres télécom au fond de la mer et on les interroge avec un laser et on récupère le signal. Et donc, c'est du DAS, c'est ça le mot? Et on peut analyser en continu, parce que c'est pas actif, c'est passif, hein, on voit un laser. Et le laser, il peut voir centaines, 150 km. Donc là, tout le travail d'intelligence artificielle qui est fait par les gens qui sont très bons à ce genre de choses. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la microsismicité. Donc, pourquoi c'est pas cher? Parce que les fibres sont déjà. Et pour le moment, on n'utilise que les fibres qui sont sur place. Et on met l'interrogateur au bout, c'est 100 000 €. Donc, pour un pétrolier, c'est rien. 200. L'intelligence, c'est sur le traitement des données, qui sont faits par les gens qui savent traiter des milliers de données, c'est pas nous. Hein. Et là, j'y crois. Parce que la première chose qu'on va voir, c'est qu'il y a un problème. Le fait qu'on a peut-être des fibres, peut-être dans le puits aussi, donc on aurait 2 ou voire 3 directions, on va pouvoir dire, voilà, il y a quelque chose, il est là-bas, et si on arrive bien, on va traiter les signaux, on va dire, mais c'est dû à ça. Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est nous? C'est cet endroit-là? Est-ce que c'est le puits? Est-ce que c'est le foie du proche puits? Est-ce que c'est plus loin? Est-ce que c'est une faille qu'on augmente? Et ça, pour moi, la sismicité, déjà, c'est quelque chose qu'on peut interroger pour pas cher et surtout au début des opérations. Et là, pour moi, ces données-là, on doit pouvoir la partager aux bonnes autorités, voire le public. Et là, pour moi, le jumeau numérique, ça commence avec ça. Ça va vers, ensuite, les modèles. Et on intègre ça et on met à jour nos modèles. N'importe lequel, ce que vous mettez en place, ce qu'on essaie de faire, ou celles qui sont dans le public. Mais on met en place, et donc, en permanence, on met à jour nos modèles qui peut, une fois de temps en temps, on fait des prédictions dessus. Et ensuite, donc le sismique actif, il faut taper un bon coup, et on suit ce qui se passe, et à ce moment-là, on peut voir un peu où se trouve le CO2. Et donc, pour moi, le jumeau numérique, c'est ça. C'est mon rêve que je partage avec mes équipes. Il me dit que je suis fou. Mais on passe par là pour moi. Donc, d'avoir les bons modèles, qu'on va mettre à jour périodiquement, on va prédire ce qui se passe. On va voir que la plume... Donc, il y a le front de pression qui est en avance de phase par rapport à la plume de CO2. Donc, c'est le front de pression qui me fait plus peur. Ce front de pression, on va le détecter plus ou moins avec la sismicité. Et de temps en temps, voilà, le CO2 se trouve là, oui, c'est ça, on a prédit, et on met à jour nos trucs. Moi, je le vois comme ça. Bah, c'est ce qui a été fait à Sleipner. Avec de la 4D. Mais non, mais je veux dire, sur la démarche, c'est ce qui a été fait. Et il y a eu, et Sleipner, alors bon, Sleipner était une première, mais il y a eu, effectivement, et à chaque fois, on regardait et on rediscutait des résultats. Parce que c'était vraiment, on avait des résultats qui n'étaient pas tout à fait ceux escomptés. Et chaque mesure, c'était toutes les quelques années, par contre, c'est ça. Oui. Ouais. Bah oui, là. Et là, on va injecter 1 million, 5 millions de tonnes par an. C'est pas la même chose, c'est pas les mêmes pressions. Non, et bah donc, non, c'est pour ça que la période, donc le monitoring doit être continu, vraiment pas cher.
Et cette période d'essai, je pense que ça va être plus qu'un an. Ah oui, ça Oui, mais une fois de plus, c'est un débat et j'aimerais que quelqu'un me dise, mais c'est pas ça, ça va jamais marcher, parce qu'il y a d'autres choses à faire.